Clémence. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous et merci d'être du rendez-vous. Comme vous pouvez le constater, nous annonçons malheureusement un 4e décès relié à l'éclosion dans la RPA du manoir du Havre à Marillac. Je souhaite donc transmettre au nom du fils de la Gaspésie nos condoléances aux 4 familles qui sont durement touchées depuis le début de cette pandémie. Soyez assurés que depuis le début, le fils de la Gaspésie a mis tous les efforts pour mettre en place des mesures structurantes dans l'ensemble de nos CHSLD, nos RPA, nos ressources intermédiaires, ainsi que dans nos ressources de type familial, afin de restreindre la propagation du virus, comme par exemple la suspension des visites, la présence de gestionnaires et d'infirmières en prévention des infections, la formation auprès du personnel, la présence de gardiens de sécurité, des communications régulières, des consignes auprès de nos gestionnaires, du personnel et des bénévoles partout en Gaspésie, des appels 2 fois par semaine à tous nos propriétaires de RPA, RI, RPF, des appels également aux familles afin de les tenir au courant de la situation de leurs proches. Cependant, malgré les nombreux efforts, ces mesures ne sont pas infaillibles comme nous pouvons le constater au manoir du Havre. Aussi, il a été annoncé le 8 avril dernier par notre ministre de la Santé, Mme McCann, que du personnel devait être ajouté dans l'ensemble de nos CHSLD, notamment en Gaspésie. À partir d'aujourd'hui, tous nos CHSLD auront des présences 7 jours semaine d'infirmières en prévention des infections. Tous nos ressources privées pour nos aînés, nos RI et nos RPF auront des visites régulières. Ainsi, nous vous informons que de 5 infirmières de prévention des infections que nous avions en Gaspésie, nous comptons maintenant 23 infirmières qui parcourent nos résidences et 26 sera sur nos équipes à partir de lundi. Et à ça s'ajoutent notamment nos 4 infirmières de l'équipe SOAS. Pour les RPA ayant des difficultés à implanter la démarche de contrôle des entrées, comme par exemple le respect des consignes à l'accueil en regard du confinement obligatoire, nous travaillons avec le ministère afin de donner du soutien par la délégation d'agents à l'accueil de ces ressources. Nos équipes de soutien à domicile travaillent en étroite collaboration avec les propriétaires également des RPA, RI et RPF pour s'assurer qu'on réponde adéquatement à l'ensemble des besoins de nos clients. On fait également du délestage de personnel de d'autres services pour les libérer afin qu'ils puissent prêter main forte aux équipes des CHSLD. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos syndicats afin d'effectuer les transferts des ressources au moment opportun. Aussi, nous privilégions autant que cela est possible d'éviter plusieurs transferts d'un employé d'une installation à l'autre afin de viser la stabilité du personnel avec des résidents ciblés. Tel qu'indiqué par la ministre, le dépistage systématique de la COVID-19 chez les aînés et chez le personnel sera également effectué lorsqu'il y aura un cas confirmé positif dans un milieu de vie. Il est important de mentionner que nous mettons des efforts supplémentaires aussi au soutien psychologique de nos aînés. Encore une fois, je souhaite souligner tout le travail exceptionnel fait par l'ensemble du personnel du site de la Gaspésie et des médecins et naturellement de la direction de la santé publique. En terminant, je vous souhaite un joyeux sport et je vous encourage non pas à visiter, mais surtout à communiquer avec vos parents, avec vos grands-parents, avec vos familles de façon virtuelle ou par téléphone. Je vous confirme une fois de plus que ce n'est pas le temps de lâcher, c'est plutôt le temps de se dire collectivement, un peu comme ma nièce me le dit si souvent, on va y arriver, la lumière au bout du tunnel s'en vient. Merci beaucoup. Merci. Docteur Benedict. C'est plus que se rapprocher du micro, c'est enlever la sourdine. Donc,
Bonjour tout le monde. Alors, je vous rappelle un peu l'état de l'épidémie dans la région. On a eu 4 nouveaux cas hier, ce qui porte le total à 79 cas positifs dans notre région. Parmi ces nouveaux cas, il y en a 2 qui sont reliés à la grappe de l'éclosion qu'on a eue dans la résidence pour personnes âgées. Donc, cette grappe-là est rendue à 45 personnes. Le reste des cas, bien sûr, sont répartis dans d'autres MRC. Écoutez, on continue, comme le docteur Duguay vient de le dire, Madame Duguay vient de le dire, on continue toutes nos mesures de prévention durant toute cette longue fin de semaine. Et je souhaite une belle fin de semaine aussi à tout le monde. Toujours à 2 mètres de nos proches. Merci. Merci. On est maintenant rendu à la période de questions. On va commencer avec Fred Parent de l'École. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, dans le fond, est-ce que on est en mesure de dire si dans l'ensemble de la population, le nombre de tests effectués ont augmenté? Oui, ça augmente effectivement tous les jours, mais je ne pourrais pas vous dire de combien. Parfait, merci. Jules Philibert, Radio Gaspé. Est-ce qu'à ce moment-ci, docteur Boucher, est-ce que, une fois de plus, vous nous confirmez qu'il n'y a aucun cas de transmission communautaire sur le territoire de Gaspésie-des-Îles? Oui, ça, je suis en mesure de vous le confirmer. Les 4 cas, je vous ai dit, il y en a 2 qui appartiennent à la grappe de la résidence, mais les 2 autres aussi appartiennent à d'autres grappes qu'on est en train de suivre. Donc, les 2, pour les autres grappes, est-ce que ce sera, on pourra avoir l'information sous peu? En fait, ça dépend de la grandeur des grappes. On garde toujours la confidentialité de nos enquêtes épidémiologiques. Comme je l'ai dit, il y a des grappes qui ont une personne, mais c'est sûr que quand il en rajoute, c'est plus qu'une personne. Mais on va pas détailler. En fait, vous allez être informé des grappes le jour où ce sera une éclosion d'à peu près de la même envergure que celle que nous avons eue. Parce qu'avec les chiffres qu'on a reçus hier concernant des détails par MRC, est-ce qu'il y aura une mise à jour de fait en ce sens-là? Il va y avoir une mise à jour, comme je l'ai bien dit, le jour où je pourrai annoncer 5 cas de plus pour la MRC qu'il y en aura le moins à ce moment où je l'annoncerai. De sorte qu'on préserve toujours la confidentialité. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a moins de 5 encore. Écoutez, il y en a 4, ça fait que c'est moins de 5. Donc, 4 cours de gaspillage. Oui? Oui? Je n'ai pas entendu. Il y avait une question. Pardon? Oui, je posais la question. Vous parlez de 4, donc 4 dans la MMRC, mais laquelle? Non, je n'ai pas dit que c'était dans la MMRC, j'ai dit dans la région. Dans la région. Donc, il faut attendre les détails. Pas de questions. Les questions ont déjà été posées. Merci. Merci. Mirko de Silva, TVCGA. Pas de questions. Question déjà répondu. Merci. Merci. Projet d'idée Radio-Canada. Est-ce qu'en fin de semaine, il va y avoir un suivi habituel ou c'est vraiment congé? Oui, comme je disais, en fait, il va y avoir à chaque jour, je vais envoyer un courriel avec un état de situation comme le Dr. Bonizé fait à chaque jour. Si vous avez des demandes, vous pouvez m'écrire. Puis, si jamais il y a un enjeu majeur, là, on prend un point de presse, mais sinon, on prend un point de presse durant les 4 prochains jours. Je voudrais je voudrais rajouter là-dessus que dans les 4 prochaines journées, les gens continuent de travailler. Donc, vous savez que le COVID-19, il n'y a pas de passe que vraiment pour le COVID-19. Donc, les gens vont travailler ici. Il y a des situations particulières où on doit communiquer à la population. À ce moment-là,
la conférence de presse ou le point de presse sera organisé, là, même si c'est la journée de Pâques. Tout à fait. Est-ce que vous aviez une autre question, Brigitte? Non, ça va, merci. Merci. Marie-Cyr, QFM. Oui, bonjour, M. Bonivier. Vous pensez un questionnement des pêcheurs dont la pêche a été déclarée service essentiel. On a mis en place des consignes dans les îles. Là, présentement, la pêche est ouverte dans la zone de c'est une petite partie de toute l'industrie. Et le directeur du regroupement des pêcheurs professionnels de l'île ici me disait ce matin, il a rentré, c'est mon exact, il disait seulement avec cette petite pêche-là, bang, le virus est rempli. Et là, il craint que l'industrie devienne un vecteur parce que la distanciation est difficile en usine, et tout particulièrement sur les bateaux, en particulier sur les bateaux de pêche au large. Donc, est-ce que la santé publique partage ces 26 études-là concernant l'industrie de la pêche? Est-ce que la santé publique pourrait se rêver du dossier de l'ouverture et du report de la pêche cette année en décembre? Nous avons participé avec d'autres personnes, évidemment au niveau national, avec l'INSPQ, avec l'Institut Robert Sauvé en santé et sécurité au travail, donc avec la CNSST et avec le MAPAC, des groupes de travail qui ont étudié la question de la sécurité de l'industrie de la pêche et de la sécurité de l'industrie de la transformation des produits marins. Et il y a 2 avis qui ont été émis suite à ces travaux-là. Et il est possible de faire fonctionner cette industrie sans risquer de grandes contagions. Donc, il y a des méthodes de travail qui ont été décrites, des conditions dans lesquelles les gens doivent travailler, qui fait que ils pourront garder une bonne distance ou avoir des séparations physiques entre elles pour pouvoir travailler correctement sans se transmettre le virus dans le cas échéant où il y aurait une personne qui aurait le virus. Ça, c'est vrai pour les industries de transformation. Les bateaux de pêche, c'est clair que cette distance physique est pratiquement impossible. Alors, c'est un risque qui doit être bien calculé. Parce que si une éclosion ou une personne devient symptomatique sur le bateau, ça implique pratiquement que lors de son retour, ce bateau-là devrait être en quarantaine pendant 14 jours. Alors, ça peut avoir des implications importantes. Mais les pêcheurs sont avertis de ce risque-là. Et les pêcheurs qui décident de participer à la pêche doivent composer avec ce risque d'éclosion à bord de leur navire. Mais sinon, le reste de l'industrie peut fonctionner avec les recommandations qui ont été émises dans ces 2 documents-là. Merci. Merci. Monsieur Sargeli, CHLT. J'aurais 3 questions. D'abord pour Mme Duguay. J'aimerais que vous détailliez un peu plus là, tout le personnel qui va être transféré, soit des centres hospitaliers ou autres éléments, vers les CHSLD ou les résidences privées. Est-ce que vous avez un portrait plus détaillé des chiffres ou des nombres de personnes que ça implique? Écoutez, actuellement, on est vraiment en évolution là, dans le dossier. D'abord, tantôt, je parlais des infirmières de prévention des infections. Il va y avoir des infirmières de prévention des infections 7 jours semaine dans nos CHSLD. Donc, ça implique que sûrement, là, je vous dirais, une vingtaine de personnes. Pour recruter ces infirmières de prévention-là, nous avons dû faire appel la plupart du temps à nos retraités qui avaient déjà fait ce travail-là, donc qui viennent nous prêter main forte. D'autres personnes également qui faisaient partie de d'autres équipes, mais qui avaient déjà fait de la prévention des infections, se sont joints à cette équipe-là. Donc, on est quand même là pas loin de 31 infirmières de plus, 31 infirmières en prévention des infections quand on était 5. Donc, déjà, là, c'est un ajout. On est en train de regarder pour ajouter des gens qui travaillent en loisirs, en réadaptation. On ajoute également des préposés aux bénéficiaires lorsqu'on ne sommes pas en pénurie de personnel. On fait du délestage également du personnel de l'hôpital pour
travailler en CHSLD. Il va avoir un portrait plus précis lundi qui va pouvoir être mis là, plus officiellement parce qu'on doit également le transmettre au ministère. Donc, à l'heure actuelle, on a quand même, vous savez, on était en pénurie de ressources avant la COVID-19, hein, on en parlait beaucoup. La pénurie de ressources étant toujours là, il peut y avoir des équipes où il y a quand même des manques, comme par exemple, il y a des endroits où il peut nous manquer une infirmière, il peut nous manquer un préposé aux bénéficiaires, mais on a rajouté des étudiants, on rajoute de la réadaptation, on rajoute des gestionnaires. On essaie de rajouter le plus possible pour permettre justement que ce soit le même employé qui donne les services le plus souvent possible aux résidents ou à la résidence. Mais il va y avoir un tableau complet dès lundi prochain et qui va pouvoir être officiel. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à renfort. Est-ce que ça veut dire qu'on exclut la possibilité de faire appel, de prendre l'arrêté ministériel pour forcer des gens à être déplacés? Non, on ne peut pas exclure cette partie-là, mais on sait que l'arrêté ministériel, c'est quand même le dernier recours. Il y a des gens qui se prêtent volontaires. Il y a des gens, des professionnels, des membres du personnel, des gens qui travaillent dans les cafétérias, hygiène et salubrité, des gens qui travaillent auprès des résidents qui se prêtent volontaires. Et lorsqu'on doit avoir recours à l'arrêté ministériel, il faut avoir des discussions avec nos syndicats. Ça, c'est important. Il faut regarder avec eux la faisabilité. Il faut avoir l'autorisation également du ministère. Ça ne se fait pas là, d'emblée. Donc, c'est vraiment le dernier recours. Dernière question pour le Dr Bonnier-Vigé. Le premier ministre Trudeau parlait ce matin d'une situation qui facilement irait jusqu'à la fin du printemps et un retour normal des choses dans 12 à 18 mois seulement lorsqu'il y aura un vaccin. Que pensez-vous de cette hypothèse-là du premier ministre? J'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui. Ah, non, c'est toujours ma sourdine, je m'excuse. Ça dépend beaucoup comment l'épidémie va évoluer en fonction des caractéristiques des mesures que les gens vont respecter plus ou moins, etc. Mais c'est clair que le virus a une stratégie qui ressemble beaucoup à celle de l'influenza. C'est un virus qui a vraiment envie de s'installer parmi nous. Donc, il faut s'attendre à ce que ça soit assez long. Mais effectivement, de la même façon qu'on lutte contre l'influenza avec des campagnes de vaccination, probablement que ça va être un peu la stratégie à long terme sur laquelle on pourra compter contre la COVID. Ceci dit, comme ça a été bien dit par le Dr Arruda, il va y avoir des conditions qui vont être mises en place tranquillement pour permettre le rétablissement. Et les régions, ça va être regardé région par région, puis en fonction de l'épidémiologie de chacune des régions et aussi de chacun des secteurs économiques, les capacités de s'adapter à un travail qui ne met pas en danger les gens. Donc, mais oui, ça risque d'être assez long avant un total rétablissement. Mais un rétablissement partiel, ça peut être envisageable à relativement court terme, finalement, quand on regarde l'évolution actuelle. Pour la Gaspésie? Pour la Gaspésie, comme pour le reste du Québec, oui. Merci. J'ai gagné cette semaine. Bonjour. Une petite vérification. Il reste combien de cas d'hospitalisation présentement de gens de la région? Dernière nouvelle, on n'avait pas de cas hospitalisés dans la région, mais on avait des cas hospitalisés à Québec encore. Mais on ne sait pas combien. Je pense que hier, c'était 6, là, mais je ne sais pas s'il y en a de Québec qui ont été libérés de leur hospitalisation. OK. J'essaie de relire mes... Oui. Est-ce que tous les cas de... Parce que dans le décompte que vous avez fait hier, Dr Bonnier-Vigé, vous avez exclu la grappe du manoir du Havre de la ventilation par MRC. Oui.
est-ce qu'il faut conclure que les 43 cas hier et les 45 cas aujourd'hui sont tous des gens de la MRC d'Avignon, compte tenu du fait que Maria est très proche de la MRC de Bonaventure? Effectivement, ce serait une conclusion qui ne serait pas juste. Les cas sont répartis dans quelques MRC. Je dirais en complémentaire, je vais laisser la place à mes collègues. J'aurais peut-être une petite question à la fin. Là. D'accord. Mélanie Clavet? Pas de question pour moi, merci. Merci. Lydia Américain, délégation. Pas de question pour moi, merci beaucoup. Merci. Catherine Cochon. Oui, Catherine Poisson. Je voulais juste demander si on a la donnée, est-ce qu'on sait combien de personnes sont guéries de la région? Malheureusement, le ministère nous demande de ne pas répondre à cette question-là région par région. Ils aiment bien donner le chiffre global au niveau national. J'imagine que cette consigne changera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est la consigne que nous avons. OK, merci. Gilles, est-ce que tu voulais y aller avec une complémentaire? Oui, étant donné la qualité du son, je perds parfois, quand il s'agit de décès, si vous dites un résident ou une résidente. Est-ce que hier et aujourd'hui, vous avez donné le sexe de la victime, c'est-à-dire que c'était un homme ou une femme hier, un homme ou une femme aujourd'hui? En fait, ce sont 4 personnes et tous les sexes se sont représentés. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Déjà des conditions de base, j'imagine qu'il y avait déjà des conditions prédisposantes. Oui, ce sont des personnes très âgées et très malades. D'autres questions? Donc, merci à tout le monde. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, je suis déjà disponible. Comme on l'a dit au départ, si jamais il y a un enjeu majeur, soit on vous invitera un autre point de presse, mais donc surveillez vos courriels durant les 4 prochains jours